Très heureux de recevoir en studio notre prochain invité. C'est quelqu'un que, je vais être honnête, je suis rarement d'accord avec lui quand je le lis dans le Journal de Québec, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect, qui a toujours une pensée très étoffée, très articulée, qui a un vocabulaire très varié et élaboré. Puis là, il lance un nouveau livre. Il est de passage à Québec aujourd'hui. Le livre s'appelle « Le nouveau régime. Essai sur les enjeux démocratiques actuels ». Dieu sait qu'il y en a. Dieu sait que ça bourdonne actuellement un peu partout sur la planète. Il est auteur, il est chroniqueur, vous le connaissez. Mathieu Bock-Côté qui est avec nous en studio. Bienvenue Mathieu, bienvenue à Énergie. Bonjour, merci de m'accueillir. Comment vas-tu? D'une humeur constante et joyeuse. Ah oui, bon, donc tu es à Québec aujourd'hui en tournée pour ton livre. Puis bon, on se le cachera pas, c'est assez... c'est pas le genre de livre qui se lit en 2 heures. Je pense pas, en tout cas. Là, et qui ne s'écrit pas en 2 semaines. De quoi tu parles, en gros, dans ça? Parce que le titre est assez... Tu sais, il y aurait tellement à dire là-dessus sur les enjeux démocratiques actuels. Là, je veux dire, t'aurais pu écrire probablement 5-6 livres là-dessus. J'en écrirai encore quelques-uns, très certainement. Alors, pour l'essentiel, le nouveau régime. C'est-à-dire le titre. Fondamentalement, nous croyons vivre aujourd'hui encore, puis à certains égards, c'est pas faux, en démocratie. C'est-à-dire la continuité de l'histoire démocratique. Or, ce que je cherche à montrer dans le bouquin, c'est comment derrière les apparences, il y a peut-être un changement fondamental de notre rapport à la politique, à la liberté, au droit, au gouvernement des juges, à la représentation politique. Donc, sommes-nous toujours en démocratie? Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée aujourd'hui. Donc, derrière les apparences, une réalité changeante. Deuxième élément qui est très important, je me dis, on parle tout le temps des droits de l'homme, les droits de l'homme. Mais qui est cet homme à qui on reconnaît des droits? Alors, la question que je pose aussi dans le livre, c'est sur quelle est la conception de l'être humain à partir de laquelle on fonctionne aujourd'hui pour toute une série d'enjeux. La théorie du genre, on parlait aujourd'hui de la question, peut-on dire monsieur, madame à la SAAC? Oui. Quels sont les enjeux philosophiques derrière cette disparition de monsieur, madame? Quels sont les enjeux philosophiques derrière la disparition de père et mère dans les formulaires de la Commission scolaire de Montréal? Quels sont les enjeux philosophiques derrière les accusations répétées de phobie? Puis, dernier élément qui est très important, je crois, dans le livre, c'est une réflexion sur ce qu'est la dissidence intellectuelle et politique. Donc, dans une société qui fonctionne au politiquement correct, dans une société qui nous oblige, nous impose une série d'évidences qu'on doit respecter si on veut pas se faire diaboliser, à quelles conditions peut-on penser librement? Alors, ainsi présenté, vous avez l'essentiel du livre. Écoute, ce que tu viens de mentionner là, c'est extrêmement intéressant. Puis tu faisais référence à, justement, cette histoire de la SAC, puis on en parlait un peu plus tôt. Ceux qui l'ont pas lu, la SAC à Saint-Hyacinthe, Société d'assurance automobile du Québec, a envoyé une directive à ses employés récemment pour leur demander de ne pas dire monsieur et madame aux gens qui allaient là aller chercher des services parce qu'il y a un homme qui est en processus de devenir une femme sur 22 millions de transactions qui s'est plaint de ça et la directive est venue. Jusqu'à quel point cette rectitude-là est en train de nous écraser, Mathieu? Je crois qu'elle est d'une puissance d'autant plus forte qu'il est interdit à bien des égards de la questionner publiquement. Lorsque vous questionnez, par exemple, cette directive, vous risquez dans les prochains jours de subir l'accusation de transphobie. Si vous questionnez aujourd'hui la capacité qu'a l'islam de s'adapter au monde occidental, ou vous critiquez même l'islamisme, vous risquez l'accusation d'islamophobie. Bon, tu en parles justement. Tu parles du multiculturalisme versus l'identité nationale là-dedans, puis je veux lire un passage, parce que je l'ai trouvé important. Tu dis « Faciliter l'intégration des nouveaux arrivants par des mesures conciliatrices ne leur suffit pas. Ils veulent inverser le devoir d'intégration en vidant la citoyenneté de sa charge historique pour mieux réduire la communauté politique à un ensemble de principes abstraits généralement associés à la philosophie des droits. » Ce que tu dis, dans le fond, c'est que... Puis tu me diras si je comprends bien ce que tu dis, c'est que nous autres, on laisse tomber comme un peu nos racines au nom d'une espèce de rectitude politique et de tolérance, et il y a peut-être des immigrants qui profitent de ça pour imposer leurs valeurs un peu partout. En fait, l'élément central, effectivement, c'est que nous renonçons à imposer quelque chose comme une histoire commune, des normes communes, des mœurs communes, une culture commune. Pourquoi? Parce que dès qu'on décide d'afficher ce monde commun, on présente ça toujours comme la tyrannie de la majorité. Et là, c'est l'inversion du devoir d'intégration. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que ce n'est plus au nouvel arrivant de prendre le pli de la société qui l'accueille, c'est à la société d'accueil de se transformer pour accommoder le principe de diversité, comme on dit. Eh bien, alors, on est tous d'accord avec l'idée qu'il faut tendre la main, qu'il faut accueillir, qu'il faut être généreux, c'est le devoir d'hospitalité. Mais nous n'accueillons pas à partir d'un espace vide. Nous n'accueillons pas à partir d'un no man's land administratif. Le Québec, c'est une histoire, c'est une mémoire, c'est 400 ans, c'est une langue, c'est une culture. Si nous ne savons pas
c'est-à-dire s'ouvrir à l'autre, très bien, mais à partir de quoi s'ouvre-t-on? À partir de nous. Eh bien, si nous-mêmes, nous censurons notre propre identité, comment voulez-vous intégrer qui que ce soit? Est-ce qu'on est les pires dans le monde sur cette question-là, justement, à être les plus, je vous dirais, à être les plus prêts à nier ce qu'on est pour faire plaisir aux autres? Est-ce qu'on est? Je pense que c'est une pathologie, un mal qui traverse le monde occidental dans son ensemble, mais le Canada, plus que le Québec, il résiste. Mais le Canada de 1982, le Canada de Pierre Elliott Trudeau, le Canada de Justin Trudeau, là-dessus, véritablement, c'est un modèle dans le pire, si je peux me permettre l'image. Pourquoi? Parce que le Canada dit, dans sa doctrine officielle, c'est ce que disait Justin Trudeau dans une entrevue au New York Times, soit dit en passant, il dit, nous n'avons pas de culture commune. Nous ne sommes que la diversité. Nous ne sommes que le pluriel, nous ne sommes que les droits de l'homme. Eh bien, dans cette logique-là, quand le Québec dit, eh bien, on veut une charte de la laïcité, ou le Québec dit, on veut imposer le français, ou le Québec dit, on veut avoir notre propre modèle d'intégration, eh bien, le Québec va à l'encontre de la philosophie qui fonde le régime canadien. Donc, je pense que le Canada, qui par ailleurs, c'est pas une catastrophe, c'est pas le goulag, c'est un pays estimable. Moi, j'aime dire, c'est mon pays étranger préféré. Mais ton passeport est encore canadien. Pour l'instant, mais je travaille fort à le changer. Mais cela dit, je pense que le Canada, sur le plan des institutions, a poussé très loin le délire multiculturaliste. Et le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé à l'automne 2015 avec Zunera Ishak. Rappelez-vous, la dame qui voulait prêter son serment de citoyenneté en niqab. Eh bien, les tribunaux lui ont donné raison. La classe politique lui a donné raison. Au Canada, soulever son niqab le temps d'un serment au pays qu'on rejoint, c'est vu comme un geste islamophobe discriminatoire. C'est un enjeu discriminatoire. De la campagne fédérale. Ça a fait tomber le NPD au Québec. Et la force de Justin Trudeau dans les circonstances, c'est qu'il ne s'est pas laissé définir par cet enjeu. Mais pourtant, il avait la même position que le NPD. C'est ça. Dis-moi donc, pourquoi t'es aussi attaché que ça aux valeurs québécoises, appelons ça comme ça? Parce que moi, je te lis régulièrement. Je t'ai lu récemment, entre autres, sur la controverse qu'il y a eu autour de l'anglais au sein d'Équipe Canada Junior. Qu'est-ce qui fait qu'un gars, on est à peu près du même âge, puis moi, je suis fier d'être Québécois, mais en même temps, je suis très ouvert aux Américains, aux Canadiens. Je suis pas séparatiste, je suis pas nécessairement un fédéraliste convaincu non plus. Comment ça fait qu'un gars comme toi, t'es si attaché que ça aux valeurs québécoises très nationalistes? Je dirais deux choses. Premièrement, je suis attaché aux valeurs occidentales. C'est les valeurs de liberté, d'égalité sont pas spécialement québécoises. Elles touchent l'ensemble du monde occidental. Mais ça à quoi je suis très attaché, c'est cette idée que les Québécois sont pas plus fous que les autres. Et je m'explique. Si les Lituaniens, les Lettons, les Hongrois, les Américains, les Canadiens anglais, les Irlandais, pour faire une longue liste, si tous ces peuples sont capables de s'autodéterminer, de se gouverner, eh bien, je ne vois pas pourquoi nous aurions ce privilège singulier dans l'histoire humaine que d'être le seul peuple condamné à ne pas pouvoir se gouverner lui-même, alors qu'il en a, on pourrait dire, les moyens. On n'est pas pire que les autres, on n'est pas meilleur que les autres. Quand j'entends, il y a un certain patriotisme québécois qui m'exaspère lorsqu'on dit, on est les meilleurs sur Terre, on est unique, on est exceptionnel. Mais ça, on s'est toujours raconté ça depuis le milieu du 19e siècle. On s'est toujours fait à croire qu'on était exceptionnel en tout. Cela dit, la réalité des choses, je pense qu'on n'est pas plus pire que les autres, pour le dire avec une formule populaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que comme peuple, avec notre culture, nos qualités, nos défauts, nos grandeurs, nos misères, nos forces, nos insuffisances, je pense que comme peuple, on mérite de durer dans l'histoire, puis je ne comprends pas pourquoi un peuple ne pourrait pas se gouverner lui-même. Mon attachement à l'indépendance du Québec, finalement, est un attachement à l'idée la plus simple qui soit, je crois, à la possibilité pour un peuple de se gouverner. Ça va donner de bonnes et de mauvaises années. Ça va donner de bonnes décisions ou des mauvaises décisions, mais ce seront nos décisions. Qu'est-ce que tu penses du PQ? Jean-François Lisée qui reporte le référendum. Il dit quoi, 2021, mais on comprend que c'est au calendrier grec, là, probablement. Est-ce que tu te reconnais, toi, dans ce parti-là? Je n'ai pas de carte de membre. Moi, j'ai cette formule, j'aime dire que j'ai prêté un serment d'infidélité à tous les partis. Cela dit, je pense qu'un souverainiste aujourd'hui, qui est raisonnable, qui est sincère, qui est prudent, ne cherche pas à jeter le Québec dans une troisième défaite référendaire. Je veux dire, moi, je suis pas référendiste, je suis souverainiste. Donc, si le référendum, on a 38% pour le oui au résultat, déjà que la première défaite nous a fait très mal. Hein. Ça nous a donné la Constitution de 1982 qui a soumis le Québec au multiculturalisme canadien. La deuxième défaite nous a fait très mal. Ça nous a donné le plan B, la culpabilisation de l'identité québécoise. Ça nous a donné la loi sur la clarté dont on parlait récemment avec le départ de Stéphane Dion. Une troisième défaite serait catastrophique. Mais moi, j'ai décroché à ce moment-là. Moi, j'ai voté oui en 95. Contrairement à ce que bien des gens peuvent penser. Moi, en 95, j'avais mon macaron du oui.
Mais j'ai décroché après ça. Comment ça que t'as pas décroché, toi, après ça, cette période-là? Je pense qu'à partir de là, on a chacun nos priorités. T'as le droit, là. Oui. Ah, je le prends, ce droit. Et je le tiendrai. Je sais que t'as pas besoin que je te le donne, mais je veux juste te dire, c'est pas ton procès qu'on fait ici. Mieux qu'un droit, c'est un honneur. Ouais. C'est-à-dire, c'est quand, je dirais que c'est pas une critique inverse, dire, être souverainiste quand la vague est là, quand l'enthousiasme est là, quand tout le monde a le goût d'être souverainiste ensemble, c'est plutôt facile, finalement. C'est un enthousiasme de génération. C'est une mode un peu. Il y a toujours des modes dans l'histoire, comme il y a des modes pour Justin Trudeau aujourd'hui. Mais ce qui est plus difficile, c'est de demeurer fidèle à un idéal qu'on croit juste, même quand les circonstances y sont défavorables. Même quand on sait qu'on n'est pas à la veille de gagner, eh bien, se tenir fidèle, dire je ne céderai pas, je tiens. Vous savez, la fameuse formule dans le film The Patriot, hold the line. Alors, ce no retreat, hold the line, j'aurais cité The Patriot en ondes, eh bien, je pense qu'on est dans un moment dans l'histoire du Québec où nous savons que le grand soir est pas devant nous, mais si on croit que cette idée-là est fondamentale, que le peuple québécois est capable de se gouverner, qu'il doit vivre dans tout le respect des minorités, mais dans sa langue, dans sa culture, et qu'on fait le pari que ce peuple mérite de durer longtemps, eh bien, même si c'est pas la priorité de tous, s'en tenir à cette idée me semble que c'est indispensable, d'autant qu'il faut bien des gens dans l'espace public pour défendre cette idée qui est quand même au cœur d'environ 35-40% des Québécois. Ouais. Mathieu Bock-Côté, faut évidemment que je te pose la question. Comment tu vois Donald Trump? Un gars comme toi qui a un vocabulaire très, très riche avec beaucoup de profondeur dans ce que tu écris quand on lit ton livre, quand on lit tes chroniques, tu mets beaucoup de mots sur tes idées, tu es très articulé. Si toi avoir le goût de crier en voyant aller Donald Trump, qui est un président, on va le dire, à date, dans ses déclarations, c'est toujours superficiel. C'est la vie et les commentaires toujours en 140 caractères. Les grandes déclarations, je vais faire ci, je vais faire ça. J'explique pas trop comment. Tu vas avoir le goût de crier, toi, quand tu vois ça aller. En fait, j'essaie en politique de ne pas trop crier. J'essaie de comprendre, ce qui n'est pas toujours facile. Je pense que il faut distinguer deux choses. Le personnage Trump, qui est un personnage grossier, vulgaire. C'est un aventurier mégalomane qui s'est égaré sur le chemin de la Maison-Blanche. Et il l'a conquis. Et là, on est pris avec ça. Le monde est témoin de ce spectacle loufoque. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi voir le phénomène Trump. Ouais. Ce qui m'embête, c'est ceux qui réduisent le phénomène Trump à racisme, sexisme, puis là, toute la liste des phobies qu'on peut imaginer, alors qu'il y a aussi un malaise du peuple américain, une détresse du peuple américain, une volonté. Qu'est-ce qu'il y a derrière les gros mots? Quand il dit protectionnisme, il dit simplement, peut-être, la mondialisation n'a pas que des qualités, il faut aussi défendre notre espace économique national. On est comme ça, d'ailleurs, ici aussi. Quand il dit il faut une politique étrangère moins aventurière, de ce point de vue, je pense qu'on peut faire un bilan assez sévère. Moi, je pense de l'invasion de l'Irak à ce qui s'est passé aux tentatives en Syrie. Je pense que le bilan de la politique étrangère américaine, très impériale, il n'est pas que positif. Alors, je n'ai pas de sympathie particulière pour Donald Trump, vous l'aurez compris, mais je pense que il faut éviter de diaboliser ceux qui ont voté pour lui. Il faut chercher à comprendre le malaise qui s'exprime là, parce que sinon, ce malaise s'amplifiera, puis ça va donner Trump x2. 100% d'accord avec toi. Alors ça, je pense que c'est la grande tentation des commentateurs, souvent, de ce que je veux dire, faire pleuvoir les crachats sur le commun des mortels. On peut être en désaccord avec quelqu'un, en désaccord avec un vote, en désaccord avec un mouvement, sans pour autant l'accabler de mépris. Et je pense d'ailleurs que la campagne s'est jouée en partie, pas seulement, mais en partie, lorsqu'Hillary Clinton a dit « the basket of deplorables ». Lorsqu'elle a dit, en gros, vous êtes les électeurs de Trump à moitié sont composés de racistes, de sexistes, d'homophobes, de tout ça. Vous êtes des moins que rien. C'est le mot déplorable qu'elle a utilisé. Quand on vomit ou quand on méprise aussi ouvertement la population, ne soyons pas surpris que cette population se révolte. Une fois que c'est dit, il y a des tonnes de choses à critiquer, mais pour le phénomène Trump, je dis soyons sévères, soyons critiques, mais cherchons à comprendre ce qui l'a rendu possible. Comment tu vois l'avenir des médias? Hier, tu as écrit une chronique sur les fausses nouvelles, ce qu'on appelle aussi les fake news. En anglais, c'est l'expression à la mode. Les faits alternatifs aussi, c'est la nouvelle expression qu'on a entendue dans les derniers jours. Est-ce que tu crois encore aux médias traditionnels? Est-ce que tu crois que les médias traditionnels doivent peut-être faire un examen de conscience sur la façon dont ils traitent les nouvelles, l'information? Comment tu vois les médias dans 5 ans, dans 10 ans, avec tout ce qu'on a d'accessible présentement d'accès à tout? Je crois qu'ils sont indispensables pour peu qu'ils soient autocritiques. C'est-à-dire,
il y a, parce que les fake news, je pense, les fausses nouvelles, tout le monde les dénoncera avec vigueur, avec raison, parce qu'il y a quand même, il y a une folie. Puis il faut dire, moi, la crédulité populaire, quelquefois, m'effraie. Quand je vois des gens partager une nouvelle en disant, en fait, nous savons exactement que les statues de l'île de Pâques, c'est des extraterrestres qui ont installé là, il y a 3200 ans, nous le savons. Moi, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Les pyramides, des extraterrestres, bon, il y a ça. De l'autre côté, les grands médias doivent faire leur critique. Je vais vous donner un exemple dont je parlais dans ma chronique hier. Quand des médias français se sont dit, il y a quelques mois, pour éviter les amalgames entre l'islamisme et les musulmans, entre l'islam et l'islamisme, nous ne donnerons plus le nom. Je ne veux pas dire qu'ils l'ont fait, ils ont pensé à ça. Nous ne donnerons plus le nom des terroristes pour éviter. Alors ça... on se retrouve avec une demi-nouvelle. Donc, on a une demi-nouvelle, on oriente l'information, on décide de la charcuter. Est-ce que c'est pas une autre forme de fausse nouvelle, ça? Quand on décide, ça peut arriver quelquefois, de prendre des anecdotes et de gonfler ça médiatiquement incroyablement parce que ça excite, ça fait des clics, comme on dit. Est-ce que c'est pas aussi ça, une forme de désinformation? Donc, je pense que il va y avoir un moment nécessaire d'autocritique, mais j'ajouterai une chose, les médias, par ailleurs, sont indispensables parce que c'est le lieu où, dans une société, différents points de vue peuvent s'affronter raisonnablement, où il est possible, autrement dit, de rencontrer un autre que soi. Ben, je vais te donner un autre exemple. Pour moi, puis on a chacun nos fake news. Moi, quand j'entends, par exemple, une syndicaliste qui est en entrevue sur nos ondes ici la semaine dernière venir nous dire que le gouvernement de Philippe Couillard est un gouvernement de droite, moi, je veux dire, j'ai pas la même vision qu'elle. Je veux dire, le média diffuse ça. Est-ce que... Puis on a chacun notre façon de voir ça, mais pour moi, ça peut être une fake news. Donc, est-ce que tu penses qu'il y aura bientôt un retour à de l'information et un contenu, soit radio, télé, très, très, très factuel, avec des médias qui vont nous présenter uniquement les faits, sans opinion et sans... Je pense, et c'est là-dessus qu'il faut être assez réaliste pour le meilleur et pour le pire. Un fait pur, c'est difficile à trouver. Un fait est toujours interprété. Vous dites, selon vos critères, le gouvernement Couillard n'est pas un gouvernement de droite. Bon, vous avez une définition dans votre esprit de ce qu'est la droite, de ce qu'est la gauche. Quand la syndicaliste vous dit le contraire, elle a une définition dans son esprit. Moi, ce que je crois nécessaire, c'est pas d'obliger les gens à oblitérer le réel, c'est pas de défacer le réel, c'est vous dites de droite, d'accord, mais quel est le sens que vous prêtez à ce mot? Quand on me dit, par exemple, j'étais dans une émission récemment, on dit oui, mais ça c'est de la phobie, par exemple. Bon, mais quel est le sens que vous donnez à ce mot-là? Comment vous le définissez? Je pense qu'une des grandes responsabilités des médias aujourd'hui, c'est de clarifier les termes qu'ils utilisent. Parce que quelquefois, sinon, on a des mots qui circulent, dont on a perdu le sens, mais qui deviennent des espèces de mots automatiques que tout le monde utilise d'une manière ou de l'autre. Une formule parmi d'autres. On nous dit quelquefois, rien n'est plus important que l'ouverture à l'autre. Bon, moi je réponds toujours, mais puis-je savoir qui est l'autre en question à qui je dois m'ouvrir? L'autre indéterminé, je ne le connais pas. Parce que c'est discriminatoire. Le malgache n'est pas le russe n'est pas le suédois n'est pas le canadien anglais, le québécois n'est pas le canadien. Alors, sachant cela, qui est cet autre à qui je dois m'ouvrir? Est-ce qu'il est possible, autrement dit, de semer quelques points d'interrogation dans un espace public où il y a beaucoup trop de facilité de paresse intellectuelle? Ça aussi, je crois que ça contribue à reconstruire notre idée de la démocratie. Mathieu Bocoté, tu vis à Montréal. Bien sûr. Que penses-tu de la radio de Québec? De la radio parler de Québec, on a l'impression qu'à Montréal, c'est vu comme un cancer, comme étant parasitaire. Est-ce que tu l'écoutes de temps en temps? Oui, bien sûr. Ben, moi, la radio de Québec est aussi, faut pas l'oublier. La radio de Québec, c'est aussi une radio de la moitié du Québec, à bien des égards. Donc ça, ensuite, on a nos préférences. Comme j'aime dire, moi, en ce moment, je suis la minorité audible sur la radio de Québec. Pour l'instant, je suis un souverainiste. C'est plus rare un souverainiste. Il y en a quelques-uns, Richard Martineau. Oui, mais disons, très juste, mais disons que c'est pas, comment dire, le souverainiste n'est pas la créature la plus fréquente. Non. Non, moi, je crois, je fais partie de ceux qui ne diabolisent pas les différents médias où les gens s'expriment. On peut être en accord avec une ligne éditoriale, en désaccord avec une autre ligne éditoriale, mais je pense que lorsqu'on décide de critiquer la radio de Québec, très bien, qu'on n'hésite pas au même moment de critiquer la radio de Montréal. Elle n'est pas sans défaut, elle n'est pas sans tâche. Et cette espèce, vous savez, cette condescendance qu'on aime afficher d'une manière ou de l'autre, envers Québec d'un côté, envers Montréal de l'autre. Québec, c'est que des gens de droite qui sentent mauvais et qui sont méchants. Montréal, c'est une ville qui pue, qui est effrayante. Juste une gang de gauchistes. Bon, alors ça, je pense qu'il y a quelques caricatures dont on pourrait se passer pour améliorer la qualité du débat public. Chose certaine, c'est un immense plaisir aujourd'hui que de vous parler à la Radio de Québec. Ben, merci d'être là, Mathieu. Ça a été fort intéressant. Puis là, il y a un paquet de sujets dont on pourrait parler. La présidentielle française qui s'en viennent aussi. Ben ça, c'est passionnant. Cette année, ça va être passionnant à suivre. Est-ce que tu vois ça, toi, actuellement, une montée de ce qu'on appelle le populisme? Il y en a plusieurs qui font des liens entre le Brexit, l'élection de Trump,
la possible élection de Mme Le Pen à la présidence française. Est-ce que tu partages un peu cette moi, vision? je pense qu'il faut pas tout mettre dans le même panier. C'est le Brexit, c'est une chose, c'est la restauration de l'État-nation. Le mouvement Trump, c'est une protestation très américaine aussi. Il faut pas se tromper. Il y a quelque chose de très américain. Les mouvements populistes ne sont pas tous identiques. Ils sont pas tous interchangeables. Il faut prendre la peine d'étudier chacun d'entre eux. Et pour ce qui est de l'élection possible de Marine Le Pen, je dirais que je n'y crois pas. Les sondages. Non, je pense qu'elle peut passer le premier tour. On croyait pas à Trump non plus, là. Mais le deuxième tour, elle aura soit devant elle François Fillon, qui est le candidat de la droite républicaine, qui est quand même un candidat assez vigoureux, même s'il y a quelques casseroles qui semblent sortir aujourd'hui, ou Emmanuel Macron, qui est non seulement le candidat de la gauche, mais aussi qui peut rallier une partie de la droite libérale. Donc le deuxième tour, je suis à peu près certain que Marine Le Pen ne peut pas l'emporter, mais ça va falloir se dire une chose. C'est un autre exemple. Le Front National, eh bien, c'est un parti qui a émergé. Pourquoi? Parce que trop longtemps, on lui a abandonné la question de la nation. Trop longtemps, on lui a abandonné la question de l'identité. Eh bien, si on veut que le Front National diminue, si on veut que le Front National régresse, peut-être est-il temps que les partis de gouvernement se réapproprient les aspirations identitaires, démocratiques, conservatrices même quelquefois. Et c'est ce qu'a fait François Fillon, soit dit en passant. Et il y a un lien entre le fait que François Fillon ait décidé de transgresser le politiquement correct et sa capacité à s'imposer comme le candidat de la droite républicaine. Le meilleur antidote au Front National, ce n'est pas de lui concéder l'identité, c'est de lui dire qu'il n'en a plus le monopole. Et toi, tu as écrit en France, dans un média français. Oui, bien français. sûr, dans le Figaro. C'est dans le Figaro qu'on peut te lire, c'est ça. Ben, Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup d'être passé. C'était merci fort infiniment. Intéressant. Mathieu Bock-Côté, donc, auteur, chroniqueur que vous pouvez lire dans le Journal de Québec, auteur également du livre Le Nouveau Régime, essai sur les enjeux démocratiques actuels aux éditions Boréal. Merci beaucoup d'être passé. Merci infiniment de m'avoir accueilli.